déclaration de politique générale cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'objectif, éviter la censure. 2 motions ont déjà été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national. Reste à connaître la position du Parti socialiste, le PS qui exige la suspension de la réforme des retraites. Une enquête ouverte après le suicide de cet enfant de 9 ans en Moselle. Cette fillette scolarisée en CM2 est morte samedi à son domicile de Sarreguemines. Elle a laissé une lettre à sa famille. Selon le procureur de la République, l'hypothèse du harcèlement scolaire est privilégiée. Il a évoqué des moqueries récurrentes sur son poids. Un nouvel appel à témoins après le meurtre d'une jeune femme à Nice, 24 ans après les faits. Il a été lancé par le pôle Colcaise du tribunal de Nanterre. Cette enseignante de 25 ans en vacances a été poignardée le 18 avril 2001 alors qu'elle se promenait dans le parc de la colline du Château qui surplombe la ville. Les premiers témoignages des otages du Hamas. Ces hommes ont été libérés hier dans le cadre de l'accord conclu entre Israël et le mouvement palestinien. Et certains ou leurs familles se sont exprimés à la télévision israélienne. Ils sont notamment revenus sur leur isolement dans les tunnels de la bande de Gaza ou encore sur leur sous-alimentation. Et clap de fin pour Windows 10. Microsoft stoppe à partir d'aujourd'hui ses mises à jour automatiques de son logiciel d'exploitation. Le géant de l'informatique propose plusieurs solutions, notamment de télécharger gratuitement Windows 11 ou encore d'acheter un nouvel ordinateur. Des options dénoncées par les ONG engagées dans la lutte contre l'obsolescence programmée. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour ce 10h midi. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez mardi 14 octobre, jour J pour le Premier ministre. Suspendra pas. Est-ce que vous voteriez la censure 0826 300 300? Appelez-nous pour nous le dire et surtout nous dire pourquoi vous la voteriez. Pour l'instant, on ne sait pas ce que va annoncer le Premier ministre. On y revient évidemment dans un instant. Emmanuel Macron était en Égypte, il se fait moquer par Donald Trump, humilié pour certains. Là aussi, on attend vos réactions. Est-ce qu'il devait aller en Égypte? Les Français favorables à la coalition des droites et puis Nicolas Sarkozy hier qui a donc appris qu'il irait à la prison de la Santé et qu'il serait incarcéré le 21 octobre. Aujourd'hui, pour commenter ces sujets, Laurence Saillet, bonjour. Bonjour. Chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour Pascal. Votre dernier livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, est paru chez Guy Trédaniel. Éric Revel, bonjour. Valérie, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio et bientôt un livre au mois de novembre qui va paraître. C'est Mozart qu'on assassine. Oui. Alors c'est pas un traité sur la vie de Mozart, mais sur celle d'Emmanuel Macron. C'est l'accumulation des fiascos d'Emmanuel Macron. Et chaque tête de chapitre, c'est une pièce célèbre de Wolfgang Amadeus Mozart que je décline sur chaque fiasco d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance. Bon, on a hâte que ça apparaisse et nous attendons Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Le mot du jour, c'est suspension, puisque tout le monde est suspendu à ce mot suspension, la réforme des retraites, suspendre cette réforme des retraites, l'abroger pour d'autres. En tout cas, les socialistes ont dit qu'ils voteraient la censure si ce mot n'était pas prononcé. Et vous, qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va commencer avec ce sujet qui est évidemment l'actualité du jour. Laurence Saillet, que vont faire les LR à votre avis? Et cette censure va-t-elle être votée? Ils ne vont pas censurer parce que c'est une décision qui leur appartient et c'est toujours facile de commenter quand on n'est pas soi-même dedans. Alors certains disent qu'effectivement ils préfèrent la stabilité. Néanmoins, moi je suis très très partagée parce que très clairement la suspension d'une réforme des retraites dictée par la gauche, puisque c'est le chantage d'une gauche un peu en perdition, c'est vraiment un signal économique terrible. Il y aura des répercussions importantes parce que nous sommes quand même le seul pays d'Europe qui retournons en arrière. La moyenne en Europe c'est 65 ans. Tous les pays sont en train de s'organiser pour repousser l'âge légal à 67
Les perspectives de l'OCDE pour 2060, c'est même 70. Et nous, comme ça, pour la question d'une pseudo-stabilité qui ne sera pas stable au final, on devrait rétro-pédaler et faire le contraire de tous nos voisins européens, comme si on avait une recette magique. Tiens, on est les seuls qui pouvons nous permettre de pas travailler jusqu'à 65 ans, les seuls qui pourront nous permettre de travailler 35 heures par semaine. Alors il y a le fond et la forme, il y a effectivement cette réforme des retraites, et puis il y a ces petites négociations politicardes où les Français ne voient pas bien où se situe l'intérêt de la France dans tout cela. Éric Revel. Oui, mais ma chère Laurence, ça y est, j'entends ce que vous dites, mais déjà les LR sont en train d'imploser. Et là, ils savent plus où ils habitent, entre Vauquier, Retailleau. Mais pardonnez-moi, mais si la réforme des retraites est suspendue par le Premier ministre tout à l'heure dans son discours de politique générale, je vois pas comment les députés LR qui ont fait campagne pour cette réforme des retraites pourraient se regarder en face sans voter la censure. Parce que là, déjà, ils sont en train de perdre leurs électeurs, mais il va plus rester beaucoup. Ou alors, les électeurs, ça va être uniquement les députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont l'étiquette LR. Ils sont dans une drôle de situation, vos amis de LR. Eh bien, juste une précision. Déjà, pendant la réforme, souvenez-vous que le groupe LR à l'Assemblée était partagé. Pourquoi ? Et moi, je le regrette, parce que quand on est de droite, pour moi, c'est la retraite à 65 ans, c'est assainir les dépenses publiques, etc. Parce que certains, sur leur territoire, effectivement, ont des sensibilités différentes. Et il y avait déjà, et c'est là d'où vient le problème. C'est pour ça qu'il y a eu le 49.3. C'est parce qu'une partie du groupe LR ne soutenait pas la réforme. Donc, je crois qu'à droite, il va falloir clarifier la position économique. Et là, je vous rejoins, Éric Revel. On peut pas être de droite et puis avoir une politique économique de gauche. Et peut-être que cette douloureuse étape permettra de faire un peu une clarification. Et si je peux me permettre juste... Vous savez comment ça va se terminer tout ça, ma chère Laurence ? Les LR vont exploser, une partie va rejoindre ce qui constitue encore le bloc central, et l'autre partie va rejoindre le Rassemblement national. Non, mais revenons sur la journée d'aujourd'hui, sur la déclaration de politique générale du Premier ministre et ses négociations en coulisses, Pascal Bataille, où on sent que évidemment ils n'ont pas envie d'être censurés. Donc est-ce qu'il va céder et prononcer le fameux mot de suspension de cette réforme des retraites? Moi, je ne suis pas dans la tête de Monsieur Lecornu, mais je pense que ça me semble assez évident qu'il va prononcer ce mot. Je vois pas quelle solution, quelle alternative il aurait à suspendre, puisque c'est effectivement l'oukase mis par le PS. Alors ne nous indignons pas non plus de comme si on découvrait tout d'un coup le fonctionnement de nos partis politiques à l'Assemblée. Chacun son tour, quand il est en position de force, mais comme ça des ultimatums et des conditions sine qua non au fait de voter ou de ne pas voter la censure, ou de voter ou de ne pas voter un texte. Donc je veux dire, c'est malheureusement le triste spectacle auquel nous assistons depuis tellement longtemps, et qui fait que nos compatriotes s'éloignent de plus en plus des urnes. Donc bon, passons sur ça, parce que on ne découvre pas là le fil à couper le beurre. Après, que Sébastien Lecornu soit obligé de suspendre, ça me semble aujourd'hui une évidence. Il n'a pas le choix. Que les LR soient sur le point d'exploser, comme le dit Éric, évidemment, ça semble aussi assez inéluctable. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit souhaiter aujourd'hui? C'est quand même, je pense, en tant que citoyen français, en tout cas, c'est ma conviction, que ce gouvernement persiste, perdure, et qu'un budget puisse être adopté, même si c'est au prix de certains compromis et d'une suspension dont le prix Nobel d'économie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, disait hier soir qu'elle n'était peut-être pas si problématique que ça, à condition qu'il ne s'agisse que d'une suspension. Peut-être qu'il y a une meilleure réforme des retraites à imaginer. Jusqu'à quand? Au présidentiel. Et je trouve d'ailleurs c'est un coup de pied. Bonjour, pardon. Tout de suite enthousiasmé par le débat. Mais je trouve que c'est grave, parce que ils vont s'en servir, évidemment. C'est un prix Nobel d'économie qui, dans sa tête, se dit on suspend jusqu'au présidentiel, ça coûte pas très cher. C'est l'année d'après que ça coûte des milliards. Donc ça coûte moins cher. C'est quand même 3 milliards. Non, oui. Bon. Mais non, la première année c'est moins. Je crois pas. Mais enfin bon, peu importe. 2026, 2 milliards. Oui, et en tout état de cause, il paraît que ça coûte moins cher qu'une dissolution. Oui.
Oui, c'est. Alors, donc, moi qui suis pour la dissolution parce que j'en peux plus, je dois dire que je sais plus. Je veux le bien de la France, mais on peut pas continuer comme ça. Les entreprises sont en train d'attendre le discours de politique générale cet après-midi, terrifiées. Terrifiées. On annule les quelques avantages qu'on avait pu donner. C'est d'un véritable drame. Donc là, le prix Nobel. Bon, on va y revenir. On va en parler dans un instant. On a Max en ligne avec nous. Bonjour Max, merci de nous appeler sur Sud Radio. Vous êtes favorable à la censure ou pas? J'ai une alternative que je prône depuis un an déjà, puisque j'en avais fait état avec Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. Aujourd'hui, ceux qui nous représentent, et qui sont là pour le bien du peuple, sont devant une situation qui est devenue inextricable. Je leur propose, comme je le faisais il y a un peu plus d'un an, par courage et par conviction politique et pour défendre le peuple, de se saborder. Oui. Il faut qu'ils démissionnent, que tous les membres de l'Assemblée démissionnent et que leurs co-titulaires ne prennent pas leur place. Et là, on va se retrouver devant une situation qui va en satisfaire certains, qui en satisfera pas d'autres, mais on va se retrouver à nouveau devant une table nette avec le courage de nos représentants de se dire c'est plus possible, on veut effectivement redonner une autre couleur à l'Assemblée. Et là, c'est bien plus courageux que de pousser Macron dans ses retranchements, dont on sait très bien que plus on le pousse, et plus il trouve des alternatives pour ne pas aller au bout des choses. Et peut-être évitera-t-on d'avoir cette politique de gouvernance par les partis que De Gaulle disait dangereuse et dont on voit aujourd'hui les causes. Ouais. Voilà, donc moi, c'est sabordez-vous, mes amis, sabordez-vous. Bon. Merci Max de cette intervention. Oui, mais c'est vrai que vous voulez réagir, Laurent Sailly, à ce que dit Max. Ça s'appelle la dissolution. Mais le problème, c'est que non seulement on va reculer sur la retraite, et puis en plus on aura la dissolution. Donc on va payer double. Et je voudrais juste rappeler que le prix Nobel lui-même avait monté. Déjà, il a participé quand même. Je ne remets pas en doute du tout ses compétences, évidemment. Et en plus sur la fiscalité, il est plutôt du côté de la droite, on va dire. Mais lui-même avait monté le projet de la retraite à point, puis a dit que tout compte fait, il a reculé parce que c'était une usine à gaz, parce que les profs ne seraient pas suffisamment payés, ce qui est tout à fait vrai, et donc il a fait un mea culpa public en disant qu'il s'était planté. Donc je veux dire, on peut être prix Nobel, on peut être économiste, c'est pas pour ça qu'on a raison. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais attendez, c'est Zuckman. aussi un militant socialiste. Voilà, on l'a vu avec Zuckman. Il a participé au programme économique de la présidentielle pour François Hollande, quand même. On va en parler puisque c'est votre coup de cœur. Juste avant d'en parler. Ce matin, Arthur Delaporte était ce matin chez notre ami Jean-François Aquili, député PS. Et écoutez ce qu'il disait. La censure me démange parce que je suis comme tous les Françaises et les Français qui voient ce gouvernement composé globalement des mêmes avec quelques entrants, mais bon voilà, c'est pas l'essentiel, avec ces gens qui sont persuadés que le pouvoir leur appartient. Et je vous avoue que derrière, on voit aussi évidemment Emmanuel Macron qui donne l'impression de vouloir toujours continuer à tirer les ficelles. En venant ici, je lisais un article sur le départ de Manuel Valls. C'est pas Sébastien Lecornu qui pourtant, nous disait-on, avait carte blanche qu'il a décidé, c'est Emmanuel Macron qui l'a imposé depuis l'Élysée. Faut que ça cesse. Ouais. Mais on voit que là, il parle pas du tout de suspension de la réforme. Hein. Là, ils mentent, ils ont dealé depuis longtemps. Oui, faut arrêter. Vous croyez qu'ils ont dealé? Je peux me tromper, mais franchement, vous allez me dire, est-ce qu'il y a eu un accord? Et on attend évidemment 0826 300 300 vos réactions. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Gagnez votre séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope avec une nuit d'hôtel et Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous débattions de l'éventuelle censure de ce gouvernement Lecornu. Alors Pascal, vous avez été interrompu par la pub. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'intervention de notre auditeur tout à l'heure, dont je comprends bien
bien l'intention, mais est-ce que aujourd'hui on a des députés, quelle que soit leur étiquette, qui ont été élus légitimement, légalement, etc., et qui sont représentants chacun de leurs électeurs. Et les électeurs ne votent pas uniquement en fonction d'étiquettes politiques, même si c'est évidemment une des motivations importantes, mais ils votent aussi pour des personnes qui sont censées les représenter et voter en fonction du mandat qui leur a été donné. Et si, au lieu de demander à chacun de démissionner, ce qui est évidemment un vœu pieux qui ne se réalisera jamais, parce qu'ils sont quand même chacun attachés aussi à leur mandat et aux avantages que cela procure, et à leur territoire, et en plus peut-être à une mission dont ils se sentent investis, et si on demandait juste à chaque député de voter en âme et conscience, et on est en train d'en parler un petit peu, quand on parle de la scission au sein du DLR. Oui, en âme et conscience. Quand on parle, j'espère bien qu'ils en ont encore, ma chère Sophie, parce qu'autrement, il faut désespérer de tout. Quand on parle de la scission ou de l'éclatement possible au sein des LR, quand on parle, comme le faisait à l'instant, je ne sais plus laquelle de vous deux, je suis désolé entre vous deux, mesdames, du fait qu'au PS, il y a des personnes il y a des députés qui sont prêts, qui ont envie de censurer. On met le doigt sur quoi? Sur le fait que il faut peut-être en finir avec les consignes de vote des groupes et laisser à chacun et voir quelle est la vraie réalité de la démocratie de cette Assemblée nationale, c'est-à-dire que chacun puisse voter en âme et conscience. Évidemment que là encore c'est un vœu pieux, mais c'est peut-être plus possible que de demander à chacun de démissionner. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce que chez LR, chacun va voter comme il le pense. De toute façon, et c'est là, penser qu'on va imposer aux députés un vote, c'est parce que une faute politique des majeure. Socialistes en off ont dit qu'ils voteraient la censure quoi qu'il arrive. Il y a une douzaine, oui, apparemment. Donc il en faut 26 moins, pour qu'il y ait, avec le RN et LFI, il en faudrait 26 en plus, 25. Absolu dans tout ça. La seule victime, c'est l'entreprise. Oui, mais c'est vrai. Ils sont en train de voter contre le fric, contre le capitalisme, contre les grandes boîtes, pour les impôts. Le vrai sujet, il est là. Et ceux qui les opposent partout, y compris dans les partis d'ailleurs, dans le parti d'Emmanuel Macron, c'est que effectivement, il y a les pro-entreprises et il y a les anti qui sont à gauche. Mais le petit chiffre de ce matin, vous avez vu 6800 entreprises en faillite en septembre, c'est le record depuis 2009, depuis la crise des subprimes. Alors, Eric, j'ai besoin de vos lumières, enfin aux autres aussi, mais donc il y a des petites infos qui commencent à sortir dans la presse. Donc un document consulté par l'AFP dit le projet de budget instaure une taxe sur les holdings patrimoniales. Voilà, ça veut dire quoi? C'est la taxe Zuckman? Non, pas du tout. Si on n'a pas vendu les dividendes, ce qui est complètement fou. Vous avez une holding qui comprend des dividendes et si vous n'avez pas vendu, c'est finalement ils considèrent que c'est une bourse et qu'il faut taxer l'argent qu'il y a dans la bourse. C'est à peu près ça, Eric. L'argent qui a déjà été taxé, puisque les dividendes sont taxés. Ça a déjà été taxé. En fait, souvent, c'est des structures financières qui chapeautent en fait des groupes dans lesquels, effectivement, on peut placer les dividendes. C'est clairement identifié quand même comme un gros trou dans la raquette. Non, mais de Bercy. Pascal, moi, je fais toujours un distinguo entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Quand vous faites de l'optimisation fiscale, vous êtes dans la règle. Vous êtes dans la règle. Voilà. Quand vous faites de la fraude fiscale, vous êtes dans l'illégalité et vous devez être rattrapé par la justice. Il n'empêche que beaucoup échappent à l'impôt sans frauder. Continuons comme ça, je vais vous dire, plus personne ne va venir investir en France. Je vais vous dire, là, c'est très clair. Ils doivent être contents au Portugal, en Italie. Alors là, ils doivent nous regarder, ils doivent se dire, mais bien sûr, venez, parce que tout ce que la gauche va gagner, en fait, déjà, la suspension, si elle devait perdurer, sera comblée par une augmentation de cotisation, je vous l'annonce. Même les économistes de gauche. Donc, j'espère qu'on a dit aux Français qu'ils allaient cotiser plus pour payer cette suspension. Et là, en plus, on est en train de dire aux investisseurs, allez ailleurs. Donc, c'est ça le drame. Bon, on va prendre Laurent en ligne, un auditeur qui est avec nous au 0826 300 300. Laurent, vous vouliez nous dire quoi? Est-ce que vous pensez qu'il faut voter la censure du gouvernement? Alors bonjour. Bonjour. Alors voter la censure du gouvernement, on va encore retourner dans quelque chose où on va avoir un gouvernement démissionnaire à la fin. Donc on continue. Sauf qu'on n'écoute pas forcément la voix des Français. Moi je suis chef d'entreprise. Ouais. Et on vit à l'actualité politique. On vit à savoir comment on va être demain. Donc là, on parle de taxer nos propres holdings.
Mais si on crée des holdings, c'est que derrière, nos comptables nous ont conseillé de créer cette structure. C'est pour créer aussi, de mettre de côté certaines de nos richesses. Donc on va être encore retaxé sur ça. Enfin, on est taxé tous les jours. Enfin, quand même la nuit. Enfin, moi je me lève à 4h du matin, je me couche, il est 23h parce que derrière il faut répondre à nos clients, il faut apporter beaucoup de choses. Vous êtes dans quel secteur, Laurent? Je suis dans le secteur donc de la vente, tout ce qui est produit du bâtiment, donc tout ce qui va alimenter le second œuvre. Donc on est sur des secteurs qui sont très tendus en ce moment, où derrière je dirais que la concurrence est rude parce qu'on a une concurrence étrangère. Mais moi je me pose la question si je vais pas déplacer mon siège social à un moment donné vers l'étranger. Une petite société que je suis, je vais peut-être le faire. J'en ai marre d'entendre un discours où aujourd'hui, en fin de compte, nos hommes politiques depuis quelque temps, et vous le dites, vous les journalistes, ils défendent quoi? Ils défendent pas les idées des Français, hein. Ils défendent leurs propres intérêts, leurs intérêts de mandat, leurs intérêts d'indemnité. Et aujourd'hui, moi, un élu doit être sur le terrain, doit écouter ce que souffrent les Français, les entreprises, le domaine social, le domaine éducatif, le domaine aussi de la sécurité. Enfin, ils ne sont pas du tout sur le terrain pour écouter ça. Ils sont en train de défendre leurs propres intérêts financiers, leurs intérêts politiques aussi. C'est un peu ce qui ressort. Politique. En fait, en fin de compte, depuis une quarantaine d'années, la politique est devenue un vrai métier. Est devenue un métier et n'est pas devenu quelque chose où on est à l'écoute des Français. Nos élus locaux, encore que nos élus locaux dans les petits villages sont près de leurs citoyens, ils écoutent leurs citoyens, ils entendent le malheur de leurs propres citoyens. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui dans cette politique qu'on mène, c'est que ce matin sur votre radio, on parlait d'un département qui est la Gironde. Il y en a quand même encore 40 autres départements qui sont comme eux, où ils ont des soucis financiers. Ça va aller jusqu'où tout ça en fin de compte? Jusqu'où ils vont aller nos hommes politiques? Ils veulent qu'à un moment donné, les Français sortent dans la rue, se révoltent. Enfin, est-ce qu'ils ont conscience de tout ça? Alors on doit la retraite, la loi retraite, elle doit continuer parce que je pense qu'on est obligé, parce que ça va nous coûter de l'argent si on la met de côté. Mais pour que la politique générale de notre ministre passe aujourd'hui, la seule solution qu'il a pour récupérer des voix, c'est de dire je stoppe la loi retraite. Ouais. Et est-ce que ça va être entendable? Est-ce qu'on est capable de financer cette partie-là pendant quelque temps? Ça va nous coûter encore plus cher en plus. Et puis vous sent quelque chose de fondamental. On sent en tout cas votre colère et votre impuissance face aux politiques. Oui, et je voulais ajouter que je trouve hallucinant. Est-ce que vous avez vu une trace des économies de l'État? Mais non, mais attendez, c'est terrible. Oui, on sait qu'il y a un réservoir incroyable d'économie, rien. Et on est en train de partir encore sur une taxation totalement improductive. Donc on va dans le mauvais sens. On va reparler de Gabriel Aghion dans un instant avec vous, Pascal Bataille, puisque Philippe Gabriel, c'est... Non, Zuckman, il y a Gabriel Aghion qui est un cinéaste. Gabriel Aghion, c'est un cinéaste. Philippe Aghion, prix Nobel d'économie. Alors s'il est aussi doué que les prix Nobel de littérature, on est mal barré. Mais c'est quand même votre coup de cœur dans un instant, Pascal. Il est pour la réforme des retraites, la suspension de cette réforme. À tout de suite. Mais elle est mauvaise là. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Êtes-vous d'accord? Valérie Expert. Alors, Cocorico, Philippe Aghion, prix Nobel d'économie. Donc, c'est quoi le 5e, je crois, prix Nobel d'économie? Maurice Allais 1988, Jean Tirole 2014, Esther Duflo 2019 et donc Philippe Aghion 2025. Alors, c'est votre coup de cœur. C'est marrant parce que c'était le coup de gueule d'Éric. Donc, on va essayer de vous mettre d'accord. Non, le coup de cœur, il est double. Il est d'une part de se féliciter d'avoir un économiste français, même si on est en désaccord avec certaines de ses idées. Je ne me prétends pas, en tout cas, moi, suffisamment compétent en économie pour pouvoir lui donner des leçons. Se féliciter qu'un économiste français se voit reconnu et récompensé comme ça par la plus haute des distinctions en la matière, même si vous signaliez tout à l'heure, chère Valérie, que
prix Nobel n'est pas toujours dans vos goûts, notamment en matière de littérature. C'est parfois un peu compliqué. Mais enfin, il y a des très beaux prix Nobel il y a eu des très beaux prix Nobel de littérature. Et ensuite, je trouve que Guillon, au-delà encore une fois de ses options, Éric rappelait qu'il avait été proche du PS. Il a été aussi conseiller d'Emmanuel Macron. Je trouve que la nature même de ses travaux est intéressante parce que c'est un message extrêmement optimiste que est le sien sur l'innovation. Il reprend, alors je suis pas un spécialiste de l'économie, mais j'ai essayé de travailler un tout petit peu le dossier, les principes édictés par Schumpeter, cet économiste allemand, sur le fait qu'en fait finalement l'économie est plus forte que les hommes quelque part, et que il y a une sorte de résilience permanente, et que grâce à l'innovation, à condition, dit-il, qu'elle soit bien conduite, et c'est là que peut-être les choses achoppent un petit peu, l'innovation permet une adaptation permanente, effectivement, et un maintien au final de la croissance. Voilà, l'innovation et le fait que les entreprises sont vieillissantes et les industries vieillissantes sont de permanent remplacées par des nouvelles plus performantes et mieux adaptées. Ce qu'il dit quand même, c'est que c'est à condition que ce soit bien conduit, cette innovation, qu'elle soit bien conduite à la fois par l'État et par la société civile. Or, force est de constater malheureusement que c'est pas tout à fait le cas en ce moment, et notamment la société civile, on voit bien qu'elle ne s'intéresse pas aujourd'hui à l'innovation. Les Français n'ont jamais autant épargné, c'est pas en épargnant qu'on favorise, je parle sous le contrôle d'Éric, l'innovation, etc. Or, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour, par exemple, dégager cet argent considérable, puisque je crois que c'est à peu près au niveau du déficit de l'État, l'épargne des Français aujourd'hui, donc c'est pas rien. Est-ce qu'on aujourd'hui, par exemple, on essaie vraiment de faire en sorte que les Français investissent davantage dans l'économie et pas simplement dans les grandes entreprises et dans la bourse, parce qu'il faut pas mélanger. Enfin, vous voyez le contexte politique. Enfin, vous voyez ce que vous disent les commerçants. Personne. Bien sûr. Tout le monde a peur. Il n'y a pas le contexte. Mais c'est défiscalisation pour investir dans les PME, ça existe déjà. Oui, mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi investir dans l'économie, consommer. Mais vous trouvez, parce que c'est un militant quand même, Philippe Guillon. Bah oui, c'est un militant. Oui, mais est-ce que ça discrédite pour autant la qualité de ses travaux, est-ce que les Nobel l'ont récompensé parce qu'il était socialiste? Non. Alors non, vous avez tout à fait raison, Pascal. Il faut avoir une grande fierté d'avoir un 4e prix Nobel d'économie en 40 ans. Je trouve que c'est formidable pour le pays. Donc ça, il faut le saluer. Maintenant, il s'appuie sur la théorie donc de Joseph Alois Schumpeter, qui était un économiste allemand du 19e siècle et qui avait conceptualisé une chose. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice, c'est-à-dire que à chaque innovation, en fait, il y a des destructions de secteurs, des destructions d'entreprises, donc d'emplois, mais que l'innovation fait que derrière, vous créez de nouvelles entreprises, une nouvelle croissance et donc de nouveaux emplois. Bon, ça c'est assez bien vu. Il a travaillé là-dessus. Ça marche en politique, ça. Il a travaillé aussi, et c'est là où il est quand même un peu incohérent, pardonnez-moi. Alors, vous allez dire, mais de quel droit, avec son petit doctorat d'État en finance internationale, va-t-il avoir des choses à dire sur un prix Nobel d'économie? Très humblement, je dirais que Philippe Guillon porte aussi l'idée que les réformes structurelles sont pourvoyeuses de croissance. Quand vous prenez une position politique pour dire qu'il faut suspendre une réforme structurelle, d'ailleurs la seule que dont le bilan Macron pourrait s'honorer, c'est justement la réforme des retraites. Donc il y a une certaine incohérence à prôner dans son travail des réformes structurelles et à vouloir demander la suspension d'une réforme structurelle qui serait la réforme du système par répartition des retraites. Et puis j'ajoute, le plus grave et l'effet collatéral de tout ça, si on suspend la réforme des retraites, c'est qu'on va induire dans l'état d'esprit des Français une sorte de déni, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence finalement à réformer un système par répartition qui en réalité est en faillite. Vous savez, ça me fait penser à la mise en place des 35 heures. On peut discuter sur le nombre d'emplois créés pour les 35 heures, mais ce que ça a eu comme effet collatéral, que porte aujourd'hui d'ailleurs la génération Z, c'est que le travail n'est pas une valeur. Vous voyez, c'est pas la peine de travailler beaucoup. Donc il faut jamais, et voilà, il faut mesurer statistiquement combien ça peut coûter de suspendre la réforme des retraites, mais il faut, et c'est beaucoup plus difficile, mesurer à long terme ce que ça implique dans les têtes des gens. Si vous dites c'est
pas grave, on mettra ça en 2028. Sur le sociétal, les gens absolument. se disent, arrêtez de nous emmerder avec la dette et les retraites, tout va bien, puisqu'on peut attendre encore quelques années. Voilà, ça c'est un sujet. On peut ça rejoint mettre au lendemain. C'est un problème français. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire, Eric, le coup de gueule de Laurence sur le rapport au travail. Non, mais tant mieux, c'est une bonne introduction. Merci, cher Eric. Moi, j'en ai marre que la gauche tape toujours sur la valeur travail. Comme si le travail, c'était toujours sale, négatif. On a même poussé jusque le droit à la paresse. Enfin bon, je vous en passe. Parce que je ne nie pas qu'il y a des métiers qui sont très difficiles et parfois, il y a des Français qui travaillent avec des conditions de travail totalement indignes. Et ça, c'est la responsabilité parfois de chefs d'entreprise qui sont peu soucieux du bien-être. Donc, il ne s'agit pas de nier tout ça. Mais la valeur travail, bon sang, c'est quand même quelque chose de positif. Le travail, c'est quoi ? C'est se lever le matin, c'est un lien social, c'est rencontrer des collègues. Le travail, c'est la satisfaction de subvenir à ses besoins, de progresser, de subvenir aux besoins de sa famille. Les 35 heures, on l'a vu, a totalement initié, si vous voulez, cette dégringolade. Parce qu'on a expliqué qu'en fait, c'était tellement horrible le travail qu'il fallait en faire 4 de moins. Résultat des opérations, qui a fait les 4 de plus ? Il faut mettre de côté quand même les professions pénibles, Laurence. Oui, mais c'est ce que j'ai fait en préambule et je vais aller jusqu'au bout parce que je tiens. Non, mais cher Eric Revel, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce que allez-y. Si vous m'aviez écouté, vous auriez entendu que dès le début de mon propos, j'ai précisé longuement cette chose et c'est pas à moi qu'on va l'expliquer parce que je suis pas née, si vous voulez, dans un berceau doré et donc on va pas m'expliquer ce que c'est le travail difficile. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que dire que en fait on casse tout un esprit, c'est-à-dire qu'on se dit avec la réforme des retraites. Et je le redis, tout le monde n'est pas à égalité sur le sujet, mais il faudrait absolument... Vous vous rendez compte qu'on est quand même dans un pays où le seul sujet d'actualité, c'est savoir quand on part à la retraite. Excusez-moi, c'est pas très constructif. On est dans un pays où le seul sujet d'actualité, pour la gauche, c'est de savoir si on va pouvoir passer aux 32 heures. Moyenne en Europe, c'est 39, je voudrais juste le signaler. Et ceux qui payent, ce sont les petits chefs d'entreprise. Quand on enlève 80 salariés et qui doit le payer pareil, c'est lui qui compense. Et enfin, j'en finirai pour dire, quand les gens sont frappés par le chômage, c'est dramatique. Bien sûr. Quand vous déposez vos enfants à l'école et qu'au lieu de partir au travail, justement, vous êtes obligé de rentrer chez vous, c'est dramatique. Donc arrêtons de casser la valeur travail, essayons d'améliorer les conditions de travail, évidemment, de tous ceux qui, à l'usine, parfois n'ont même pas 5 minutes pour le droit d'aller se laver les mains ou d'aller aux toilettes. Ça existe aussi, des patrons tortionnaires. Et bien sûr, il faut lutter contre ça. Mais quand on fait les sondages, une immense majorité des Français aiment leur entreprise, ont envie que leur entreprise réussisse. Un sondage est sorti il n'y a pas longtemps qui disait même qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on taxait autant leurs entreprises. Donc cette gauche revancharde qui a omniprésence dans les médias et qui nous fait penser que les Français n'aiment pas l'entreprise, c'est une faute. Alors, vous allez dans le sens de Sophie. Je suis d'accord majoritairement avec tout, sauf que il y a un rapport qui s'est inversé, y compris dans les usines, dans les endroits difficiles. Les salariés, et c'est bien, ont repris un peu le pouvoir. Quand ça se passe pas bien pour eux, quand ça existe plus le coup de pas pouvoir aller se laver les mains. Franchement, c'est rarissime. Toujours un peu. Alors, c'est rarissime. Et alors, le chômage, je suis vraiment placée au sein d'un mouvement patronal pour voir ce qu'il en est. Il y a une inégalité terrible. Il y a la boîte qui a fermé, le mec qui retrouve pas de boulot en région, on dit plus en province, et ça c'est vrai et c'est terrible, etc. Et il y a des abus incroyables. Je le disais encore l'autre jour, vous sortez de faire vos études, vous avez 1 an de droit au chômage avant de trouver un boulot. Les mômes vont faire des voyages initiatiques. Bon, je suis ravie, mais on peut pas. On n'a plus les moyens. Donc, il y a vraiment aussi 2 poids et mesures. Le chômage est utile pour des gens qui souffrent, et je suis entièrement d'accord, mais il faut être beaucoup plus drastique pour les autres. Les métiers en tension, je veux dire, il faut leur donner 3 mois de chômage. Et puis j'aime ma boîte, profitez-en pour faire la promo, c'est votre coup de cœur. J'insiste beaucoup parce que autant ça peut paraître, ça a pu paraître un gadget, encore pas tellement, mais cette année c'est jeudi 15 octobre, Sud Radio est partenaire et merci. Jeudi 15 octobre, c'est la 23e fête des entreprises. Éric Revel a été d'ailleurs soutenu dès le départ. Et 23e fête des entreprises. Dès le départ. Oui, à l'époque d'Elsie. Le slogan j'aime ma boîte veut dire quelque chose, il le confirme. 95
84% des gens interrogés dans des boîtes de moins de 10 personnes qui disent on leur demande pensez-vous que votre société est utile à la France? Ils disent oui. Donc il y a quelque chose. Oui, mais attendez, cette année, jeudi, c'est bien plus qu'une fête de l'entreprise. C'est le 16 octobre. Oui, c'est le 16 octobre. Vous avez dit le 15. Jeudi 16 octobre. Ouais. Jeudi le 15. Bon, d'avance, j'en peux plus. Le jeudi 16 octobre, il est fondamental de manifester que les Français, c'est le socle de la colonne vertébrale qui tient. Il faut qu'ils manifestent pacifiquement dans leur boîte, mais qu'on communique. Et pardon, que les médias le disent. Bah oui. Que les médias le disent, que les ministres souhaitent bonne fête. Moi, je fais un appel au nouveau ministre des PME, que jeudi, il souhaite bonne fête à toutes les entreprises et salariés de France. Je veux dire, il faut remettre l'entreprise au cœur du système, surtout quand on va voir encore combien elles vont trinquer cet après-midi. Et là, je veux dire, il faut y aller. D'ailleurs, il y a Gabriel Zucman qui s'est exprimé ce matin et qui déclare dans le projet de loi de finances que je viens de consulter, tout a été fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. C'est donc aux autres catégories sociales qu'il est demandé de faire encore des conneries pareilles. Voilà. Reconnaissons la créativité dont fait preuve le gouvernement pour défendre les privilèges fiscaux des ultra-riches. Voilà. On verra si les socialistes l'écoutent, puisqu'ils adorent Gabriel Zucman, qui est leur nouvelle star. Oui, donc s'ils l'écoutent, ils devraient censurer. Normalement, ils devraient censurer, mais vous dites qu'il y a eu à admirer ce mec. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de la journée hier, journée historique et avec la libération des otages, et surtout on va parler du comportement d'Emmanuel Macron, ce plan de paix pour Gaza qu'Emmanuel Macron a tenté de récupérer hier avec une communication pour le moins étrange qui a été faite via un clip sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Rendez-vous le jeudi 16 octobre pour Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, le coup de gueule d'Éric Revel, ça concerne Emmanuel Macron. Décidément, vous lui en voulez, Éric. Je l'adore. Donc hier, Mickaël Darmon hier nous disait il n'a rien à faire en Égypte. Il est allé en Égypte, il a été accueilli non pas par le maréchal Sissi, mais par un membre obscur du gouvernement. Oui. Et puis après, il y a eu cette humiliation humiliation ou en tout cas blague faite par Donald Trump. Écoutez, puis après je vous laisse faire votre coup de gueule. Donc c'était hier, Donald Trump était sur l'estrade. Derrière lui, Giorgia Meloni, ainsi que le Premier ministre britannique. Enfin, il y avait un certain nombre de politiques. Et effectivement, Emmanuel Macron n'était pas là. France, thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. That's great. Good job. Thank you very much, Emmanuel. Voilà, donc il faut traduire pour nos auditeurs qui ne comprennent pas l'anglais. Il dit où est Emmanuel? D'habitude, il aurait dû être derrière moi. Sur la photo. Et je suis très étonné qu'aujourd'hui tu aies choisi de faire profil bas. Oui. Et effectivement, le plus terrible, ce sont les rires derrière. Oui, alors les rires derrière, c'est notamment Giorgia Meloni et le Premier ministre Starmer britannique qui sont pliés de rire. Alors en général, parce que c'est pas la première fois quand Emmanuel Macron est humilié par Donald Trump, vous vous souvenez sans doute lors de première rencontre à la Maison Blanche, Donald Trump avait épousseté les pellicules que le président de la République avait sur sa veste, qui est, à mon avis, quand même très déplacé, mais voilà. Et alors, à chaque fois qu'il s'est fait humilier, tancer, blaguer, Emmanuel Macron a toujours considéré que c'était une marque d'affection. Vous voyez, une marque d'affection. Là, je veux dire, ça me fait quand même de la peine, parce que moi, je suis très attaché au statut de président de la République, et je peux pas vous dire que ça me réjouisse de voir la façon dont le président de la République française est traité. Maintenant, sur le sujet de la paix à Gaza, pardonnez-moi, mais il a un tout petit peu cherché. Si vous voulez, la façon dont il a essayé de récupérer un accord sur lequel, alors on me dit, mais si, la reconnaissance de la Palestine, d'un État palestinien, ça a permis à Trump de... Bon, en tout cas, on n'y est pas pour grand-chose. Et d'ailleurs, bien avant Macron, la France n'avait plus aucun poids dans cette région du monde. Et elle a perdu, d'ailleurs, sous Macron, d'autres poids dans d'autres régions du monde. Mais, si vous voulez...
essayer de récupérer un accord qui est un accord quand même historique. On verra, hein, il est en 20 points, on verra si le Hamas, par exemple, accepte d'être désarmé, ça m'étonnerait. Donc ça va pas être un lit de rose, cet accord à Gaza. Mais en tout cas, le président de la République française devrait savoir qu'il n'est pas l'homme le plus puissant du monde. Hein, et il s'appelle Donald Trump avec toute son exubérance, son surmoi, son absence de limite. Mais la façon dont un clip, la communication de l'Élysée essaye d'expliquer comment Macron a été au centre du jeu pour obtenir la libération des otages et cet accord de paix. Non, franchement, je défends le statut du président de la République, mais pour le coup, Emmanuel Macron a été ridicule. Alors, Trump, juste un instant, Trump quand même a aussi humilié le Premier ministre britannique. Hein. Il a dit où est le Royaume-Uni. Starmer a levé la main et Trump l'a invité à le rejoindre en laissant penser qu'il allait pouvoir parler. Et puis il lui a dit c'est bien que vous soyez là. Il l'a renvoyé derrière. Mais c'est vrai que le truc d'Emmanuel Macron, de lui dire qu'il est vaniteux en quelque sorte. Écoutez, alors on va Sophie. Oui. Alors vous trouvez pas une espèce de saturation absolue du Macron bashing. Le pays est dans un état effroyable. Il le cherche un peu. Enfin, ce clip. Regardez ce clip. Valérie, regardez ce clip. Je l'ai regardé 2 fois. Oui. Je vais jusqu'au bout. D'abord, c'est quand même Donald Trump a été ridicule un certain nombre de fois. Il faut pas oublier que le type a pris le Capitole, a raconté n'importe quoi. Oui, mais enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, je trouve que il a accueilli Macron, il a fait de l'humour. Et je trouve qu'il était presque plutôt gentil. Parce que, il a dit c'est mon ami, c'est il faut faire passer la pilule. Il s'est un peu foutu de lui, tout le monde a ricané. C'est son mode de fonctionnement, en particulier avec Emmanuel Macron. Donc je ne me suis pas sentie, moi, humiliée. J'ai pas senti la France humiliée par ce passage. Vous avez vu la poignée de main aussi, oui, mais il au cours avait déjà de laquelle, il avait bien sûr, broyé la main de Macron. Mais là, il lui a rebroyé, il ne voulait pas le lâcher. C'est Trump. C'est le président des États-Unis, la première puissance. Le président des États-Unis. Il y a aussi la première puissance. Il y a aussi les Chinois. Vous aimeriez que je dise, tu la ramènes pas aujourd'hui, Sophie. Hein, vous aimeriez que je vous dise en public, aujourd'hui tu la ramènes pas. C'est un peu ça. Ça serait difficile de la part de Sophie Menton. Et là, je vais quitter le plateau. Voilà. Je vais quitter le plateau. La deuxième phrase est plus assassine que la première. Oui. Non, mais c'est vraiment ça. Tu la ramènes pas aujourd'hui. Alors, non, mais attendez, je la ramène pas aujourd'hui. Et quand je la ramène, c'est souvent par conviction. Oui. Non, mais c'est la phrase en elle-même qui est. La phrase en elle-même, oui. Sauf que on oublie quand même. Attendez, Macron, c'est devenu la tête de Turc, pas possible. C'est quand même lui. Il a quand même été suivi. C'était maladroit et je n'étais pas pour, mais son histoire effectivement faire un pays palestinien, il a été suivi par je ne sais combien de pays quand il l'a fait aussi. Il a essayé de faire des choses. Bon, qui s'agite un peu en politique étrangère, il ferait peut-être mieux de s'occuper de la France, mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur ce passage. Mais on lui a pas demandé de faire ce clip. On lui a pas demandé de faire ce clip ridicule où il serre la main des dirigeants des pays arabes et qui, donc on parlerait pas de ça s'il s'était pas mis au centre sans Netanyahou d'ailleurs sur le et je rappelle qu'il appelle Mahmoud Abbas de son nom de combattant, de son nom de combattant de terroriste. Et il dit on s'appelle aussi à un moment donné, il dit on s'appelle après. Et puis le côté écoutez, je sais pas si on entend bien parce que c'est plus visuel que sonore. Yürüyüşteymiş ben de yürüyeyim. Paris'te beni bekliyorlar. Hızlı olmam lazım. Bye bye. Merci pour votre. C'est une journée historique pour les otages, leurs familles, pour le peuple israélien. C'est une journée historique parce que les 20 otages vivants ont été libérés. C'est celle d'un nouveau cessez-le-feu, du retour de l'aide humanitaire et donc pour le peuple palestinien. Mais on doit encore écrire l'histoire avec beaucoup d'étapes à venir, donc il faut beaucoup d'humilité. Alors, attendez, est-ce que Laurence... Il n'y a pas une femme dans les otages libérés, vous avez vu ? Oui. Oui, ils les ont tellement torturés. Oui, alors ils en avaient libéré en premier, c'est les femmes qui ont été libérées en premier. 0 femmes mais sur ensuite, effectivement, il y en a qui sont mortes en captivité. Laurence, alors moi, sur le fond, pour faire rapide, déjà, je suis pas d'accord avec la reconnaissance de la Palestine sans condition, donc et je ne pense que ça n'a absolument pas joué dans le processus de paix actuel, qui est
dû, et on en félicite Donald Trump, quoi qu'on en pense. Heureusement qu'il était là, sinon rien n'avançait. Sur la forme, si vous permettez, chère Sophie, je pense que je trouve que c'est malaisant. Si le mot n'est peut-être pas donné. Je suis mal à l'aise parce qu'effectivement, quand on n'a pas été soi-même investi dans quelque chose qui a fonctionné, le sentiment de cette communication est quand même assez trouble. C'est un jour de sobriété, c'est un jour de douleur, même si c'est un jour de joie, puisque beaucoup sont morts. Là, on est en train de rapatrier les otages qui sont morts. On pense à la famille Bibas. Alors, il y a ce moment de joie, effectivement, où les otages sont libérés, et heureusement. Et puis, on est quand même tellement meurtri par toute cette souffrance et par tout ce massacre qui a eu lieu, que j'opterai pour énormément de sobriété. Personne ne peut se réjouir de tout ce qui s'est passé, et je pense que Donald Trump a été le seul artisan, avec quelques partenaires, mais la France n'a pas pris cette bonne option, donc vaut mieux pas trop la ramener. Pascal ? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Laurence, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a le clip, il est effectivement, et surtout qu'on termine sur le mot humilité, et que c'est exactement l'inverse qu'il nous prouve dans ce clip, mais c'est pas surprenant de la part de notre Jupiter, hein, donc faut pas oublier que quand même son premier geste en tant que président élu a été de se balader autour de la pyramide du Louvre comme s'il était le Sphinx lui-même. Donc à l'époque, on avait adoré, hein. Moi pas. Moi pas. Dès le début, ça m'a fait très peur. Ensuite, je pense que donc ce clip, il est tout à fait malvenu, et effectivement. Bon, une fois de plus, la communication d'Emmanuel Macron est assez désastreuse. En revanche, dire qu'il n'a pas agi et qu'il n'a pas joué dans ce qui se passe aujourd'hui et la mise en place de ce processus de paix, dont Eric a raison de signaler que pour l'instant, il n'est pas encore arrivé à son terme. Hein. Je suis pas du tout d'accord. Il faut quand même remettre les choses à leur place avec le poids qu'a la France aujourd'hui. Je pense que Macron, avec le poids qu'a la France aujourd'hui au niveau international, qui est pas de sa faute à lui, c'est le poids, il est très réduit. Hein, il est plus important évidemment que plein d'autres pays, mais il est très réduit. Je pense qu'il a fait le maximum qu'il pouvait faire, et je pense qu'il a fait bouger des lignes, notamment effectivement avec la reconnaissance de l'État palestinien, mais pas que, en s'élevant aussi contre la politique de Netanyahou, en disant des choses qui méritaient d'être dites, et avec le courage politique de le faire. En revanche, moi, ce qui me gêne le plus dans toute cette séquence, c'est que finalement on prend le parti du harceleur, comme à l'école, par rapport au harcelé. Trump se fait un plaisir à chaque fois, d'abord parce que ne serait-ce que en termes de stature et de puissance musculaire, effectivement il ratatine ce pauvre Emmanuel Macron, et donc il se fait un plaisir à chaque fois de l'humilier, y compris physiquement. Là, la séquence d'hier où c'est pas que la main qui est broyée, il l'attire vers lui, on voit la force qu'il met pour l'attirer vers lui physiquement, alors que Emmanuel Macron est en train d'essayer de s'en aller, il le ramène vers lui, genre. Et je pense que aujourd'hui, avoir à la tête de l'État qui reste le plus puissant du monde, même si n'oublions pas que la Chine s'éveille de plus en plus, mais avoir à la tête de quelqu'un qui se conduit comme un petit harceleur de cours d'école, moi je trouve ça extrêmement inquiétant. Et effectivement, ça ne vise pas que Macron, ça vise derrière le Premier ministre britannique, etc. Mais moi, ce que je trouve inquiétant dans la séquence, c'est plus ça que la petite tentative de récupération un peu médiocre et pusillanime de notre président. Entièrement d'accord. Et puis un mot pour la pauvre Giorgia Meloni, à qui Trump a dit qu'elle était bien jolie, et qui Erdogan a dit qu'elle était charmante, et qu'il allait la faire arrêter de fumer. Voilà, donc c'est les deux. Nous les femmes en politique, vous savez, on a l'habitude. Je vous rassure qu'en France, on n'a rien à envier, parce que on est toujours sur ce genre de qualificatif. Meloni, et moi j'aime bien qu'après tout que les hommes soient des hommes et fassent des petits compliments bébêtes. Oui, mais enfin, on est une femme politique avant tout, on n'est pas là pour nous dire si on est Guillerette, Jolinette. Allez, on se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal de rappel des informations avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble dans ce 10h midi pour commenter l'actualité avec Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Et je rappelle votre dernier livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. Il faudrait le distribuer aux Français. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Peut-être quelques mots, là je viens de voir passer sur X une remarque à propos de l'absence d'Emmanuel Macron sur la tribune derrière Donald Trump, et son entourage dit: il ne voulait pas rester devant un leader qui parle, les Français attendent autre chose du président de la République. Donc c'est une phrase pour le moins qui interroge. Il y a le service de com qui a dit ça. Il y a plein de situations où il y a un leader qui parle parce que c'est lui qui a mené la négo, et puis derrière il peut y avoir les dirigeants des autres États en soutien. Ouais. Je trouve pas ça humiliant pour le président de la République. En plus on n'en est pas là. Enfin, c'est tellement important aussi. C'est de le dire surtout. Non mais c'est tellement important ce sujet. Enfin, on a libéré les otages, mais on sait que derrière il va y avoir tellement de difficultés que je trouve que personne doit avoir des égos dans ces affaires, quoi. Enfin, soyons simples. La souffrance, elle existe. Enfin, je trouve ça vraiment déplacé d'avoir des guerres d'égos, de qui doit être là et qui a fait quoi. Enfin, on est en train de parler d'un massacre qui a eu lieu le 7 octobre et avec des répercussions terribles aussi. Donc, enfin, je comprends pas. Une paix relativement fragile. L'union des droites. C'est un sondage qui nous dit qu'une majorité de Français serait favorable à une coalition. Alors Sophie, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On a communiqué là-dessus parce que l'union des droites, au-delà de l'aspect politique, il faudrait savoir ce que veut dire le mot droite. Ouais. Moi, je ne sais plus du tout ce que veut dire le mot droite et le mot gauche. Quant à l'extrême, je ne comprends pas non plus. Et surtout, l'union des droites, pour nous qui représentons les entrepreneurs, il y a quelque chose d'incompréhensible, c'est que la droite n'a pas du tout les mêmes positions par rapport à l'entreprise. Et encore une fois, pardonnez-moi, c'est fondamental. En l'occurrence, la droite qui dit il faut la retraite à 60 ans, il faut taxer les riches, et qui dit exactement la même chose que la gauche, en quoi est-elle la droite ? Expliquez-moi. Pour le moment, la droite ne dit pas ça. Quand même. L'extrême droite. Oui, d'accord. Mais l'union des droites, ça va. Oui, mais justement, en fait, dites le RN dans ce cas-là. Si vous voulez pas dire l'extrême droite, mais c'est le RN qui dit ça, c'est pas la droite. J'ai bien compris, mais quand on parle d'union des droites, je veux dire qu'il y a une droite qui part du RN et qui prétend ça, et qui va jusqu'à bon, peu importe. D'ailleurs, les chiffres sont importants. 90% des sympathisants LR, 88% des sympathisants RN aimeraient voir leur formation gouverner ensemble. Alors c'est un sondage qui a été réalisé les 9 et 10 octobre. Il y a une marge d'erreur évidemment qui s'applique, mais ça reste majoritaire. Et moi, j'avais posé à Éthique, on a fait un questionnaire en disant quelle est votre position par rapport à l'économie, par rapport à des bases de l'économie. Et donc, cette union des droites, les gens semblent complètement inconscients qu'il y ait à l'extrême bout le RN, effectivement, qui a une clientèle... L'extrême bout. Parce qu'elle ne veut pas dire extrême droite. Je veux dire, on peut dire extrême droite. Oui, mais c'est pas non plus dramatique, c'est pas non plus une insulte. C'est pas une insulte. Si, c'est une insulte. L'extrême droite, c'est une insulte. Pour moi. Donc, ce que je veux dire, c'est la droite du RN, vous avez raison, qui a des positions de gauche économiquement. Donc, j'aimerais qu'on s'entende avant de vouloir faire une union des droites. Je suis assez favorable. Une union des droites, mais qu'on s'entende à quelques points fondamentaux. Oui, il faut travailler plus longtemps. Non, il faut pas taxer indéfiniment. Et donc, il y a quand même, ils sont pas d'accord sur les fondamentaux. Mais le RN ne pourra jamais le faire pour une simple raison. Si, je vais aller jusqu'au bout si vous permettez de vous répondre. Quel est le socle électoral du RN ? Le RN a un socle électoral dans des territoires très, on va dire, avec des pouvoirs d'achat très bas. Et donc, ce socle électoral, c'est la gauche qui a abandonné, en fait, les ouvriers, qui a abandonné, cette gauche-là qui a tout abandonné. En fait, ces électeurs sont partis au RN. Donc, le socle électoral du RN est très partagé avec une grosse masse d'un électorat ultra populaire. Donc, si le RN prenait un virage à droite, il perdrait
cette base électorale-là, qui aujourd'hui n'est plus représentée par personne. Donc déjà, c'est pour moi impossible pour eux de faire ce virage. Marine Le Pen l'a redit très clairement. Elle a dit « je ne suis pas de droite ». Donc, et de manière plus pragmatique et concrète... Ce qu'a dit le contraire d'ailleurs, l'autre. De manière plus pragmatique et concrète, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que vous pensez que tous les gens de droite qui veulent se présenter à la présidentielle, et il y en a quand même un certain nombre, vont se dire « ah bah ok, cool, d'accord, on va aller derrière Marine Le Pen ou Jordan Bardella et on renonce à toute ambition pour nous-mêmes, on plie le match ». Donc concrètement, ça peut pas se mettre en place. Techniquement. Ça peut être une autre forme de... Ça peut être une autre forme de... Mais ça se fait, mais en réalité ça se fait. D'abord, il faut rappeler que le FN, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, était libéral en économie, et que le RN, à l'époque sous l'ère Marine Le Pen, est plutôt étatiste et a repris un programme qui me fait parfois penser au programme du Parti communiste des années 80 en matière économique. Bon, ça c'est indéniable. Maintenant, sur l'union des droites, pardonnez-moi, mais elle est en train de se faire sur le terrain. Ouais. Regardez ce qui s'est passé à la législative partielle, où Bruno Retailleau a dit pas une voix pour la gauche. C'est donc un député de l'étiquette Ciotti, qui l'a emporté, 52%, très bien. Bah, donc ça, c'est l'union des droites. Quand Nicolas Sarkozy, dans Le Figaro, explique que le RN est dans l'arc républicain, bah, il coupe définitivement, il franchit le Rubicon, si j'ose dire, en disant, bah, il peut y avoir des alliances. Puis moi, les petites indiscrétions, ou quand j'interroge des gens sur le terrain, dans la perspective de la préparation des élections municipales, Valérie, bah, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, vous avez des listes communes qui sont en train de se monter, avec des gens de droite nationale et des gens du LR qui sont encore dans l'appareil. Et puis, je vais pas faire de la peine à Laurence Saillet, mais en réalité, ça va se faire très naturellement, cette union des droites, parce que les LR sont en train d'imploser. Je rappelle quand même que Bruno Retailleau, qui était pour la participation au gouvernement de François Bayrou, alors que Wauquiez était opposé, là maintenant il est opposé à une participation, alors que Wauquiez est pour. Donc en fait, je pense que Bruno Retailleau vit vraiment une descente aux enfers politiques là. Non seulement il est plus dans la lumière du ministère de l'Intérieur, mais en plus, je pense qu'il a perdu pied un peu en excluant par exemple les 6 portefeuilles ministériels qui sont LR. Je ne sais pas ce qui va rester de LR, mais moi je fais un pari, mais Laurence Saillet, vous êtes beaucoup plus compétente que moi. Vous étiez dans l'appareil. Ben, encore, je le redis, il y a une partie qui va partir avec le bloc central des députés LR, le moment venu, peut-être pour une dissolution, peut-être pour une nouvelle législative, puis l'autre qui va partir avec la droite nationale. Mais je fais le même constat que vous savez, je suis pas naïve. En plus, je vois bien que le problème, si vous voulez, selon moi, c'est que ça fait quelques mois ou quelques années qu'on n'a pas produit une idée à droite. C'est-à-dire, et puis que la ligne économique est trop ambiguë pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis libérale, européenne et progressiste sur les sujets sociétaux, mais je me dis qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il n'a pas de parti. Exactement. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, il n'est représenté par personne. Et ça, c'est un vrai problème. David Moi, je pense que la droite doit défendre l'entreprise, la réussite, l'ascenseur social. Et j'ai peur que on ait perdu cet ADN, si vous voulez, et de toute façon, on ne sait même plus quel est l'ADN. Pascal Bataille. David Lisnard. C'est le seul qui parle des entreprises. Qui défend l'entreprise et a un discours de bon sens. Alors, Pascal, sur cette union des droites, est-ce qu'elle est inéluctable ? Je rejoins Éric sur le fait qu'elle est déjà en train de se faire. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy, ce matin, vice-président des Républicains, je l'ai entendu dire que reprendre la phrase de Retailleau en disant pas une voix à la gauche, donc en cas d'opposition ça a déjà existé, entre le RN. Oui, mais ça se confirme. Et on est de plus en plus en train de parler d'une sorte, alors je sais plus comment il l'appelle, arc républicain anti-LFI. Donc effectivement, cette union, elle va se faire sur le terrain et notamment déjà sans doute au municipal dans un certain nombre de communes, et puis ensuite aux législatives quand il y en aura. Voilà. Quant au fait que les chefs d'entreprise ne se sentent représentés aujourd'hui par aucun mouvement et aucun homme politique, je rejoins complètement Laurence là-dessus. C'est en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, de PME que je suis très modestement, je ne vois pas effectivement un seul qui me semble me parler me parler de mes problèmes, me parler de mes enjeux, me parler de mes priorités, de donner des réponses à mes questions, etc. Et ça c'est assez dramatique. Alors est-ce que c'est
la droite, comme le souhaite Laurence, ou la gauche modérée, peu importe qui doit s'en saisir. Je pense que c'est surtout tout le monde au maximum. Mais parce que les politiques ne connaissent pas l'entreprise. Non, bien sûr. C'est un monde différent. Et donc, en fait, c'est le problème, c'est si on ne s'intéresse pas à l'entreprise, eh ben, on la connaît pas et on connaît pas les enjeux. Moi, au Parlement européen, j'ai fait tomber un texte justement sur les délais de paiement parce que c'était un truc lunaire et c'était pondu par la technocratie européenne qui confondait retard de paiement et délai de paiement. Mais ça aurait ruiné je sais pas combien d'entreprises en France, mais personne ne bougeait. Et j'ai beaucoup de collègues députés qui étaient là, ah bon, tu crois? Et je dis, mais allez parler aux chefs d'entreprise, ils vont vous l'expliquer direct. Vous comprenez? Tout le monde est contre cette réforme. Donc vous voyez bien que c'est un sujet. Mais il y a une énorme déconnexion. Quand le Parlement ira un peu mieux, que j'ai lancé, on en a 60 pour l'instant, chefs d'entreprise, parlementaires en stage dans les entreprises. Et il y en a 60 qui ont répondu spontanément, ils viennent 2 jours, on leur montre des trucs bêtes, on les fait installer à une réunion, on les met à la compta, et c'est étonnant de voir les députés qui viennent. Bon, j'ai arrêté parce que là, l'état de l'Assemblée nationale est tel qu'il bosse à l'Assemblée. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, je suis désolée, mais ça va pas. Effectivement, on a tous pas le moral, mais enfin, ce qui s'est passé hier à Sarreguemines est assez dramatique avec cette petite fille de 9 ans qui s'est suicidée parce que vraisemblablement harcelée parce qu'en surpoids. Moi, ce que je dénonce ici, c'est le pas de vague de l'éducation nationale. C'est surtout ça. Ça tombe en fait 2 jours après qu'une amie m'a envoyé un mot qu'a adressé sa fille qui est en 5e au proviseur, lui expliquant qu'il y avait un petit garçon dans sa classe qui était frappé par ses parents, que des gamins se retrouvaient à la sortie de l'école pour se battre. Donc elle a fait, petite fille assez mature, réponse du proviseur, tant qu'on n'est pas saisi par les enfants eux-mêmes, on peut rien faire. Donc c'est pour ça que j'avais envie de réagir ce matin là-dessus, c'est-à-dire qu'on nous a dit pas de vague, c'est fini. Bah si, ça continue. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute. Alors moi j'ai une fille qui a 10 ans. Ma fille elle a 10 ans, donc hier soir quand je la regardais en allant la coucher, je veux pas raconter ma vie, j'ai pensé à cette histoire et je me suis dit elle est tellement toute petite et en fait cette petite fille de 9 ans s'est pendue. Enfin, je sais pas si on imagine l'atrocité quand même de la chose. Alors moi je suis désespérée devant ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive là? Tant de méchanceté. Là, je vous rejoins sur l'histoire du pas de vague, mais même à l'intérieur même, comment ces enfants, si vous voulez, ont tant de cruauté pour amener cette gamine au suicide. Et je pense qu'on est vraiment maintenant dans une société où on a totalement lâché sur l'éducation. Enfin, je vais pas faire ma vieille boumeuse là, mais c'est quand même le cas. C'est quand même un ensemble de choses. À mon époque, je ne me rappelle pas qu'on se serait autant acharné sans qu'il y ait d'intervention, au moins des propres parents, les parents, parce que il y a dû avoir des alertes. Les parents, excusez-moi, je vais essayer d'aller au bout du truc. La mère de la petite fille est allée voir les parents des enfants harceleurs. Justement. Et c'est là où j'en viens, c'est-à-dire que quand on apprend que son enfant est un harceleur, ce qui peut arriver, maintenant comme c'est le culte dans l'enfant roi, on lui dit rien et puis on le laisse faire. C'est quand même aussi la responsabilité des parents. Oui. Réaction, je vous vois Sophie. Le Cercle des Poètes disparu, merveilleux film, merveilleuse pièce. Je pense qu'il y a quelque chose il y a des exacerbations à certains moments, mais ça a toujours été comme ça. Les harcelés, on s'en moquait, on mettait des enfants. C'est pas parce que ça a toujours existé qu'il faut rien faire. Un suicide, c'est horrible. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas un suicide, c'est plusieurs suicides par an. Vous avez ce jeune garçon à 12 ans aussi, à Martigues, qui s'est suicidé également, qui s'est pendu là, il y a 2 jours, 3 jours. Je pense qu'on a une époque difficile avec une éducation nationale qui ne répond pas à ce qu'on souhaiterait, c'est vrai. Mais que la cruauté des hommes, la cruauté vis-à-vis des enfants... Je vous parle pas de la cruauté, je vous parle aujourd'hui d'une autre époque qui n'est plus celle d'avant. Et où aujourd'hui... C'était effroyable il y a quelques... Je ne vous parle pas d'autrefois, je vous parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je prends l'exemple de cette petite fille de 5e qui envoie au proviseur en lui disant, voilà... Ah ça c'est inadmissible, oui. Mais oui, mais c'est partout comme ça. Parce que quand mon ami m'a envoyé la lettre très bien écrite de sa petite fille, je lui ai dit... Attendons de voir la réponse du proviseur. J'ai pas été déçue par la réponse du proviseur. C'est pour ça qu'ils vont dans le privé maintenant, les enfants. Elle est dans le privé. Elle est dans le privé en plus. Donc voilà.
Ouais. Ah, ça c'est pas bon. Pascal, il faut qu'elle mette dans le public. Oui, je pense que effectivement ça a toujours existé, mais d'abord il y a aujourd'hui le poids terrible des réseaux sociaux qui vient amplifier énormément ces phénomènes de harcèlement, de cruauté, de méchanceté. Je pense que les enfants ont toujours été méchants et cruels entre eux, mais aujourd'hui il y a une sorte de pouvoir d'accélération et d'amplification terrible avec les réseaux sociaux. Et ensuite, oui, il y a une démission globale, une démission des parents, parce qu'on, comme le disait très bien Laurence, on ne doit pas accepter que son enfant soit un harceleur. C'est inadmissible. Enfin, moi, j'aurais honte d'avoir un enfant qui harcèle un autre. Je ne me vois pas cautionner, non seulement cautionner ça, mais même le tolérer. Et puis des instances de l'éducation nationale, mais malheureusement, cette démission est tellement globale. Par où faut-il prendre le problème? Écoutez la réponse du proviseur. Dans le dernier message que je vous ai adressé, j'envisageais en effet qu'elle n'hésite pas à s'adresser à l'adulte en cas de situation manifestement dysfonctionnante, à l'adulte de proximité pour ce qui est du climat scolaire. Non mais déjà le jargon. Si certains éléments, Nana, attirent notre attention, il nous échappe malheureusement. Tout état de cause, le collège ne peut agir. Ce n'est que dans la mesure où les victimes s'ouvrent à nous directement de leurs difficultés. Je veux dire, enfin, scandaleux. C'est scandaleux. C'est grave. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, parce que je vois l'histoire de cette petite fille qui n'avait pas de téléphone, qui n'était pas harcelée sur les réseaux, mais à 9 ans se suicider parce qu'on lui dit qu'elle est grosse et en surpoids et que l'école ne fasse rien. On peut se demander. Je reviens aux parents, parce que moi, tous les jours, je demande à ma fille qu'elle me raconte ses journées, comme tout le monde. Hein. Et puis je lui dis toujours. T'es sûr qu'il y a personne qui est tout seul parce que tu fais bien attention que, par exemple, elle me dit la petite fille machin, t'es bien sûr de ça. Enfin, on doit être un peu des enquêteurs. C'est-à-dire que j'essaie de déterminer et je lui dis t'es sûr, il y a une nouvelle la nouvelle, elle est bien dans un groupe. Enfin, je sais pas, c'est un engagement citoyen de chacun, parce que le jour où si elle me dit oui c'est vrai qu'elle est toute seule à la récréation, warning. Tout le monde doit s'engager dans la protection de. Et combien voient des violences, entendent des violences sur des enfants et ne préviennent personne. Enfin, je veux dire, les gens laissent faire. C'est le culte de l'individualisme. On s'en fout que les gamins se fassent tabasser chez eux. On trouve ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, chacun chez soi. Moi, je trouve ça immonde. Nos enfants, ça me crève le cœur parce que nos gamins, tant d'enfants meurent sous le coup de leurs parents. Tant de choses pourraient être dénoncées, mais on laisse parce que tout le monde s'en fout et chacun pense à lui-même. Quelques mots tout de même sur le budget, puisqu'on va revenir au début de l'émission, puisque visiblement, il y a certaines informations qui sont sorties. Donc, on apprend qu'il y aura un gel du barème sur le revenu et la baisse des prestations sociales. Et effectivement, première mesure du gouvernement, gel des pensions de retraite, donc, et également des restrictions sur les dépenses de santé. Ça dépend comment c'est fait. On consomme, rappelons quand même que nous consommons en Europe le plus de médicaments, je me demande si c'est pas dans le monde, qui sont complètement gratuits, que les médecins disent qu'est-ce que je vous mets, et que payer son Doliprane est inimaginable. Donc, oui, il y a des gens malades, oui, il y a des gens qui n'en ont pas les moyens, nous avons une générosité néfaste pour notre santé, et ça dépend comment ça va être fait, mais je trouve que c'est pas idiot comme piste. Alors, gel des dépenses de santé, on peut l'entendre, mais ça veut dire qu'il y a aussi aujourd'hui des Français qui ne vont pas se faire soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens, et que par ailleurs, on est à accepter que des étrangers en situation irrégulière, eux, soient totalement remboursés. Donc si vous êtes un Français, que vous ne pouvez pas aller vous soigner, qu'on vous dit on va encore durcir le truc, et que par ailleurs, on va mieux soigner et plus facilement ceux qui sont en situation irrégulière. C'est comme ça qu'on crée de la colère et c'est comme ça qu'on construit du vote pour le Rassemblement national. Et avec les premières pistes, Oui, non, mais sur les frais de santé, je rappelle quand même la situation financière désespérée de la sécurité sociale. On est sur un déficit pour cette année de 28 milliards d'euros qui gonflerait à 30 milliards d'euros l'année prochaine, et la dette cumulée de la sécurité sociale, c'est 180 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, je ne sais pas par quel bout il faut prendre tout ça, vous voyez, ne pas accompagner ceux qui sont en longue maladie, tout ça me semble terrible. Mais comment est-ce qu'on va sortir de cette situation? Parce que si un jour on reçoit sa feuille de soins, on vous explique que pour l'instant la Sécu peut pas rembourser et qu'on verra dans un mois ou dans 2 mois, on aura un vrai sujet. Sans parler de tous ces Français qui n'ont plus de mutuelle parce que c'est trop cher. Donc si vous voulez, on est devant. Je pense qu'on est au bout d'un système quand même. On est au bout d'un système. On est presque dans le mur. Et peut-être que les Français se réveilleront le jour où on aura la tête dans le mur et que ça fera extrêmement mal. Mais voilà, maintenant les prestations sociales, ne pas
pas augmenter les retraites. Il y a retraités et retraités. Il y a retraités et retraités aussi. Il y a des gens qui ont des retraites de 800 € par mois. Ouais. Le projet de budget prévoit également de sous-indexer les pensions de 0,4 points pour les années suivantes à partir de 2027 et de remplacer l'abattement de 10% sur les retraites par un abattement forfaitaire de 2 000 €. Oui, sur les frais. Oui. Bon, sur la santé, n'oublions pas quand même que pour chacun d'entre nous est malheureusement amené de temps en temps à aller dans les hôpitaux. Le système hospitalier français que tout le monde nous enviait il y a encore quelques décennies est un peu à l'agonie. Et je ne suis pas sûr que la problématique soit juste sur le remboursement du Doliprane. Non. Je pense qu'il y a un vrai problème de gestion, et d'organisation. Et celui-là, on l'aborde pas, on le prend pas de front de notre système de santé, avec notamment tout un pan administratif qui coûte des fortunes et dont on parle jamais. On fait les économies sur les infirmières, sur les médecins ou sur le fait de fermer de plus en plus de hôpitaux de proximité. Et effectivement, je pense que le vrai problème de la gestion n'est pas pris en compte. Dans un instant, on va parler de Nicolas Sarkozy. On n'a pas eu le temps, nous, d'en parler avec Laurent Valdiguier qui a suivi le procès de Nicolas Sarkozy. C'est le nouveau ministre de la Santé. Non, Laurent Valdiguier, c'est journaliste, grand reporter. Non, je parlais de Sarkozy. Qui a passé tout ça, qui a été présent pendant tout le procès, donc lui sait de quoi il parle. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.